Épervier. Le dossier Glencore. Le silence qui pèse sur Yaoundé. Une question agite aujourd'hui les cercles économiques et politiques du Cameroun. Un procès s'annonce à des milliers de kilomètres de Yaoundé, dans une salle d'audience de Londres. Et pourtant, c'est bien à Yaoundé, dans les couloirs feutrés des ministères et des sociétés d'État, que l'onde de choc se fait le plus sentir. Une entreprise suisse, un géant du négoce de matières premières, est accusée d'avoir arrosé de pots de vin des responsables camerounais pour obtenir du pétrole à prix cassé. Mais 2 ans après l'ouverture théorique d'une enquête locale, un silence de plomb règne. Aucun nom. Aucune charge. Aucune audience. Le Cameroun regarde son pétrole partir, ses caisses se vider, et attend. Mais ce n'est pas tout. Car derrière cette affaire, une question plus vaste se profile. Celle de la capacité, ou de l'incapacité, de l'État camerounais à se juger lui-même. Partie 1. Ce que l'on sait, ce qui est établi. Reprenons les faits, tels qu'ils sont documentés. Le groupe Glencore, l'un des plus grands négociants de matières premières au monde, est visé par une procédure judiciaire portant sur des versements de pots de vin estimés à environ 11 millions de dollars, soit près de 7 milliards de francs CFA. Ces sommes auraient été distribuées, selon les éléments déjà connus, à des responsables de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, et de la Société nationale de raffinage, la Sonara. La période concernée s'étend de 2011 à 2018. L'objectif de ces versements ? Obtenir des cargaisons de pétrole brut camerounais à des conditions préférentielles, très en deçà des prix du marché. Et pourtant, un détail change tout dans la portée de cette affaire. Le procès qui doit établir les responsabilités du côté de Glencore ne se tiendra pas à Yaoundé. Il s'ouvrira devant la justice britannique en juin 2027. Autrement dit, c'est un tribunal de Londres, et non un tribunal camerounais, qui sera en première ligne pour faire la lumière sur une affaire qui a pourtant saigné les ressources de l'État camerounais. Un fait mérite d'être souligné avec la plus grande clarté pour distinguer ce qui relève du prouvé de ce qui relève de l'allégation. Les aveux et éléments à charge concernant les versements de pots de vin proviennent des procédures menées à l'étranger contre Glencore elle-même. Du côté camerounais, en revanche, aucune identité n'a été établie publiquement, aucune mise en accusation n'a été prononcée, et aucune procédure judiciaire visible n'a abouti à ce jour. C'est précisément ce déséquilibre. Une affaire jugée ailleurs, des responsables jamais nommés ici, qui nourrit aujourd'hui toutes les interrogations. Sur le plan institutionnel, un geste a bien été posé. Il y a environ 2 ans, le président Paul Biya a autorisé la SNH à déposer une plainte devant le tribunal criminel spécial, la juridiction camerounaise censée connaître des infractions liées aux biens publics. Ce dépôt de plainte constitue, à ce jour, l'unique action judiciaire camerounaise formellement engagée dans ce dossier. Mais depuis cette autorisation, silence. Partie 2, 2 versions, une même interrogation. Face à ce silence, plusieurs voix se sont exprimées, et elles ne racontent pas exactement la même histoire. Du côté de la société civile, on s'interroge ouvertement sur les raisons de cette inertie. L'avocat Henrignot Mangabel, président de Transparency International Cameroun, formule les choses avec prudence, mais sans détour sur le constat institutionnel. Selon lui, des aveux de Glencore, il ressortirait que de hautes personnalités auraient été corrompues, et il ne serait pas exclu que certaines d'entre elles soient encore aujourd'hui en fonction, ce qui pourrait, selon cette hypothèse, freiner toute tentative de faire la lumière sur le dossier. Il va plus loin dans son interrogation. On pourrait avoir l'impression, dit-il, que la justice camerounaise attend l'issue du procès britannique pour se décider, faute d'avoir elle-même véritablement lancé une enquête. C'est une hypothèse. Ce n'est pas une accusation nommée. Mais elle pose une question que beaucoup se posent tout bas. Qui, précisément, aurait intérêt à ce que ce dossier n'avance pas? De l'autre côté, sur le plan strictement administratif, un mouvement a été enregistré. À la fin du mois d'août, l'administration fiscale camerounaise a notifié à Glencore une dette fiscale considérable, de l'ordre de 11 000 milliards de francs CFA, soit un peu moins de 20 millions de dollars, correspondant à des droits et taxes qui auraient été détournés. Un redressement fiscal, donc. Mais un redressement fiscal n'est pas une enquête pénale. Il ne dit rien sur qui, au Cameroun, aurait reçu quoi. Et pourtant, un détail change tout. Ce chiffre, à lui seul, donne une idée de l'ampleur du manque à gagner pour l'État. 2 camps, 2 lectures. Le camp de la vigilance citoyenne, qui interroge le silence judiciaire. Le camp de l'action administrative, qui affiche un geste fiscal fort mais reste muet sur les responsabilités individuelles. Entre les deux, une question demeure grande ouverte. Où sont passés les noms? Partie 3. Décryptage. Ce que cache peut-être le silence. Mesdames et messieurs, il y a un proverbe bien connu dans nos quartiers. Quand toute la concession devient silencieuse, ce n'est pas toujours parce que tout le monde dort. Parfois, le silence cache simplement des questions auxquelles personne ne veut répondre tout de suite. Et c'est précisément ce qui intrigue de nombreux observateurs dans cette affaire.
Depuis que les autorités britanniques, américaines et suisses ont rendu publiques les sanctions contre Glencore pour des faits de corruption dans plusieurs pays, le Cameroun est régulièrement cité parmi les États concernés. Pourtant, sur le plan national, le débat judiciaire est resté relativement discret. Ce contraste nourrit des interrogations. Il ne constitue pas, à lui seul, une preuve de dysfonctionnement, mais il alimente les analyses. Car au Cameroun, le silence est parfois interprété de 1000 façons. Il y a le silence du voisin qui prépare une surprise. Le silence du père de famille qui réfléchit avant de parler. Et puis il y a ce silence administratif que les Camerounais connaissent bien. Celui où chacun regarde son voisin en attendant que quelqu'un d'autre prenne la première décision. On appelle parfois cela, avec humour, le concours national de celui qui ne veut pas signer le premier papier. Tout le monde est présent. Tout le monde travaille. Mais le dossier semble avancer avec la vitesse d'un escargot qui aurait lui-même demandé un délai supplémentaire. Encore une fois, cette image relève de la satire et ne décrit pas une situation précise. Mais elle traduit un sentiment souvent exprimé dans le débat public lorsqu'il est question de procédures longues et complexes. Le premier point, une question de chiffres ou un puzzle incomplet. Avant de parler de responsabilité ou de réparation, encore faut-il mesurer l'ampleur exacte des pertes éventuelles. Et c'est là que commence la difficulté. Selon les analyses relayées dans le débat public, notamment celle de l'universitaire Alain Nkoyok, il serait aujourd'hui impossible d'établir avec précision le montant exact que le Cameroun aurait pu perdre si les mécanismes décrits dans les procédures étrangères étaient confirmés dans toute leur étendue. Pourquoi ? Parce qu'une estimation sérieuse suppose un travail extrêmement technique. Il faudrait comparer les contrats, les volumes vendus, les prix internationaux du pétrole au moment des transactions, les commissions, les intermédiaires, les écarts éventuels entre les prix pratiqués et les prix de référence. Autrement dit, il ne suffirait pas de sortir une calculatrice achetée au marché Mbopi pour obtenir la réponse. Non. Il faudrait un véritable travail d'audit. Et sans enquête nationale approfondie, beaucoup d'estimations restent des hypothèses. C'est un peu comme vouloir connaître la quantité exacte d'eau contenue dans le houri avec une simple tasse. On peut avoir une idée, mais certainement pas une mesure définitive. Voilà pourquoi la prudence reste indispensable. Les chiffres qui circulent dans le débat public ne remplacent pas les conclusions d'une procédure officielle. Ils permettent d'alimenter la réflexion. Ils ne suffisent pas à établir une réalité comptable. Et cette nuance est essentielle. Deuxième interrogation, la volonté politique. Supposons maintenant qu'un État souhaite récupérer des avoirs perdus à la suite d'infractions économiques. Est-ce possible ? Selon plusieurs spécialistes de la gouvernance, oui. Mais cela ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut d'abord une volonté politique clairement affichée. Ensuite, des procédures judiciaires. Puis des demandes d'entraide internationale. Des échanges avec les juridictions étrangères. Des enquêtes financières. Des expertises. Des décisions de justice. Et parfois plusieurs années de travail. Autrement dit, ce n'est pas une course de vitesse. C'est un marathon. Selon Alain Nkoyok, un tel processus nécessiterait notamment une stratégie nationale cohérente, une coopération internationale active et un dispositif spécialisé dans le recouvrement des avoirs. Il cite le Nigeria comme exemple d'un pays ayant engagé des démarches dans ce domaine, tout en rappelant que chaque contexte reste différent. Peut-on transposer cette expérience au Cameroun ? À ce stade, rien ne permet de répondre avec certitude. Et c'est précisément là que le débat commence. Parce que beaucoup de citoyens se posent une question simple. Lorsqu'un pays estime avoir subi un préjudice économique, quelles sont les démarches les plus efficaces pour défendre ses intérêts ? Les réponses appartiennent aux autorités compétentes. Mais la question, elle, demeure légitime. Troisième interrogation, l'image du pays. Il existe une autre conséquence, parfois moins visible que les pertes financières. C'est la réputation. Dans le monde économique, la réputation fonctionne un peu comme le crédit accordé à un commerçant au quartier. Quand les clients ont confiance, ils reviennent. Quand le doute s'installe, ils réfléchissent davantage avant de sortir leur portefeuille. Selon l'économiste Serge Godon, les affaires de gouvernance peuvent peser sur la perception d'un pays par les investisseurs. Il évoque notamment un recul en matière d'attractivité et une image institutionnelle qui pourrait être fragilisée. Naturellement, l'attractivité d'un pays dépend de nombreux facteurs. Stabilité, infrastructure, énergie, fiscalité, qualité des institutions, sécurité juridique, taille du marché. Il serait donc excessif de tout expliquer par une seule affaire. Mais les questions de gouvernance comptent. Et elles comptent beaucoup. Un investisseur regarde rarement uniquement les ressources naturelles. Il regarde aussi les règles du jeu.
Il veut savoir si les contrats seront respectés, si la justice est prévisible, si les institutions fonctionnent, si les procédures sont claires. Car l'argent aime une chose plus que tout. La prévisibilité. L'incertitude, elle, coûte cher. Une question qui dépasse le seul dossier. Au fond, cette affaire ne parle pas uniquement de pétrole. Elle parle de gouvernance. Elle parle de confiance. Elle parle de crédibilité des institutions. Et elle rappelle qu'au XXI siècle, les grandes affaires économiques dépassent souvent les frontières. Les enquêtes circulent. Les informations voyagent. Les juridictions coopèrent. Les décisions prises à Londres, Genève ou Washington peuvent produire des effets jusqu'à Yaoundé. C'est désormais la réalité d'un monde interconnecté. Dès lors, une interrogation revient avec insistance dans le débat public. Pourquoi une procédure importante concernant des opérations liées au Cameroun est-elle principalement instruite devant des juridictions étrangères? Cette situation s'explique-t-elle par les compétences particulières de ces juridictions? Par les mécanismes internationaux de lutte contre la corruption? Par le calendrier des différentes procédures? Ou par d'autres facteurs? À ce stade, il serait imprudent d'apporter une réponse définitive. Mais la question mérite d'être posée. Non pour désigner des coupables. Non pour alimenter des rumeurs. Mais parce qu'elle touche à un sujet fondamental, la capacité des États à défendre leurs intérêts lorsque des affaires internationales les concernent. Et comme disent souvent les anciens au village, quand ton champ est cultivé par d'autres, il faut au moins savoir ce qui y pousse. C'est peut-être cela, le véritable enjeu de cette affaire. Au-delà des procédures, des chiffres et des débats, elle invite les citoyens à réfléchir à la place des institutions nationales dans la protection des ressources publiques et de l'intérêt général. Une réflexion qui mérite d'être menée avec rigueur, patience et sans confondre les faits établis avec les hypothèses encore en discussion. Partie 4. La satire du système. Quand l'enquête semble attendre le verdict des autres. Mesdames et messieurs, il existe un vieux dicton camerounais qui dit « Quand tout le village regarde le même arbre sans cueillir les fruits, c'est peut-être que chacun attend que l'autre monte le premier. » Cette image résume assez bien l'impression que peuvent parfois donner certains grands dossiers publics. Attention, il ne s'agit pas ici d'affirmer qu'une institution aurait volontairement renoncé à agir. Ce serait impossible à soutenir sans éléments de preuve. Mais il est permis de constater qu'entre le moment où une affaire éclate sur la scène internationale et celui où l'opinion publique perçoit des avancées concrètes au niveau national, il peut parfois s'écouler beaucoup de temps. Et chez nous, au Cameroun, le temps administratif est une notion presque philosophique. Le temps normal, c'est 24 heures. Le temps politique, c'est quelques mois. Mais le temps administratif, lui, semble parfois avoir été inventé par quelqu'un qui possédait l'éternité. On pourrait presque en rire si les enjeux n'étaient pas aussi importants. Imaginez un instant. Une affaire est révélée à l'étranger. Des autorités judiciaires étrangères enquêtent. Des procédures avancent. Des audiences sont annoncées. Des documents sont produits. Des entreprises reconnaissent certains faits devant leur propre juridiction. Pendant ce temps, chez nous, le citoyen ouvre son poste de radio chaque matin. Il écoute les informations. Il attend. Le lendemain. Il attend encore. Le mois suivant. Toujours la même attente. L'année suivante. L'attente semble avoir obtenu un contrat à durée indéterminée. Au Cameroun, on dit souvent avec humour que certains dossiers vieillissent tellement dans les bureaux qu'ils finissent par connaître le nom des agents de sécurité. Le dossier arrive tout neuf. Quelques mois plus tard, il connaît déjà le gardien du bâtiment. Quelques années plus tard, c'est presque lui qui souhaite la bienvenue aux nouveaux fonctionnaires. Naturellement, cette image relève de la caricature. Mais la caricature a souvent une fonction, pousser à réfléchir. Car une question demeure. Comment expliquer que certaines procédures paraissent avancer rapidement ailleurs, alors que, vues de l'extérieur, les avancées nationales semblent beaucoup moins visibles? Les réponses peuvent être nombreuses. Les règles de procédure diffèrent. Les compétences des juridictions ne sont pas les mêmes. Les délais d'enquête varient. Les mécanismes de coopération internationale prennent du temps. Autrement dit, la prudence reste indispensable. Cependant, la perception du public existe. Et cette perception compte. Parce qu'en matière de confiance dans les institutions, ce que les citoyens comprennent est presque aussi important que ce qui se passe réellement. Un citoyen qui ne voit aucune évolution finit naturellement par se poser des questions. Non parce qu'il connaît les coulisses, mais parce qu'il ne les connaît pas. Et c'est précisément dans cet espace laissé vacant que prospèrent les rumeurs. Au Cameroun, les rumeurs courent souvent plus vite que les motos de Bépanda un lundi matin. Avant même qu'un communiqué officiel ne soit publié, le quartier possède déjà 3 versions différentes de la même histoire. La première vient du taximan.
La deuxième du vendeur de café. La troisième de quelqu'un qui affirme connaître un grand frère qui travaille là-bas. Et voilà tout le pays transformé en salle de rédaction improvisée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il manque des informations vérifiées, chacun remplit le silence avec son interprétation. Or un État moderne gagne toujours à remplacer les rumeurs par des explications. Le silence, lui, est rarement un bon communicant. Il laisse les autres raconter votre histoire à votre place. Et c'est là que se trouve peut-être la véritable ironie. Dans un monde où les informations circulent instantanément, il arrive que les citoyens camerounais découvrent certains développements concernant leur propre pays par l'intermédiaire de décisions rendues à Londres, Genève, Washington ou ailleurs. Cette situation ne signifie pas que les institutions nationales seraient absentes. Elle rappelle simplement que les affaires économiques internationales impliquent souvent plusieurs juridictions. Mais l'image est forte. Très forte. Imaginez un père de famille qui apprend les détails concernant sa propre maison par le voisin du quartier. Il finit forcément par se demander comment la conversation a quitté son salon avant d'y revenir. C'est ce sentiment que décrivent parfois certains observateurs. Et il nourrit une réflexion plus large sur la gouvernance. Au fond, la véritable richesse d'un pays ne se mesure pas uniquement au pétrole, au gaz, au cacao ou au bois. Elle se mesure aussi à la confiance que ses citoyens accordent à leurs institutions. Une institution inspire confiance lorsqu'elle explique, lorsqu'elle communique, lorsqu'elle agit selon des règles compréhensibles, lorsqu'elle montre que les procédures suivent leur cours. Car la confiance est comme un verre. Il faut longtemps pour le remplir. Quelques secondes suffisent pour le renverser. Et lorsque cette confiance s'érode, ce ne sont pas seulement les investisseurs qui hésitent. Ce sont également les citoyens qui commencent à douter. Douter n'est pas condamner. Douter n'est pas accuser. Douter signifie simplement poser des questions. Et dans une démocratie, poser des questions reste parfaitement légitime. Conclusion. Une affaire qui dépasse le pétrole. À présent, résumons calmement ce que permettent d'établir les informations publiques. Des procédures ont été engagées à l'étranger concernant des faits de corruption liés aux activités de Glencore dans plusieurs pays, dont le Cameroun. Des autorités étrangères ont rendu des décisions dans leur propre juridiction. Au Cameroun, une plainte a été annoncée il y a plusieurs années, tandis qu'un redressement fiscal a également été évoqué publiquement. À ce stade, les suites judiciaires nationales visibles demeurent limitées dans les informations accessibles au public. Cela ne signifie pas qu'aucun travail n'existe. Cela signifie simplement que l'opinion publique ne dispose pas de tous les éléments. Et cette distinction est importante. Cette affaire ne pose donc pas seulement la question d'éventuelles responsabilités individuelles. Elle pose aussi une question institutionnelle. Comment un pays protège-t-il ses ressources? Comment renforce-t-il la confiance dans ses institutions? Comment assure-t-il la transparence lorsque des dossiers sensibles concernent l'intérêt général? Ces interrogations dépassent largement un seul dossier. Elles concernent l'avenir de la gouvernance. Elles concernent la crédibilité économique. Elles concernent la capacité d'un État à rassurer aussi bien ses citoyens que ses partenaires. Comme disent souvent les anciens, une maison solide ne craint pas qu'on ouvre les fenêtres, parce que la lumière ne fait peur qu'à ceux qui préfèrent rester cachés. Suivre une affaire de cette nature ne revient donc pas à prononcer un jugement. Le jugement appartient aux tribunaux. Le rôle des journalistes est différent. Présenter les faits connus. Signaler les zones d'incertitude. Donner la parole aux analyses. Et rappeler, à chaque étape, ce qui est établi et ce qui reste à démontrer. C'est dans cet esprit que Kamenews continuera à suivre ce dossier. Le procès annoncé à Londres constituera sans doute une étape importante, mais il ne répondra pas nécessairement à toutes les questions que se posent les Camerounais. Au final, la réflexion essentielle est peut-être celle-ci. Comment renforcer la confiance dans les institutions nationales lorsque des affaires d'intérêt public ont une dimension internationale? C'est une question qui mérite un débat serein, loin des rumeurs et des conclusions hâtives. Et vous, quel regard portez-vous sur cet enjeu? Pensez-vous que les mécanismes actuels permettent de traiter efficacement ce type de dossier, ou estimez-vous que des réformes seraient nécessaires pour renforcer la transparence et la confiance? Partagez votre analyse dans les commentaires, dans le respect des opinions de chacun. Si vous appréciez nos décryptages, abonnez-vous à Kamenews, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté pour suivre, avec rigueur et esprit critique, les grandes questions qui façonnent l'actualité politique, économique et institutionnelle du Cameroun.